Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité légendaire à nos programmes et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sur New World Info 1 en cette date du lundi 18 mai 2020. Nous allons devoir axer notre discussion de ce jour sur les derniers développements de l'actualité en ce temps de crise sanitaire, en particulier l'essai clinique en vue sur le Covid Organics, la découverte malgache qui bien sûr retiendra notre attention. Au plateau pour en discuter avec moi, Komi Selom Nayoda, il est bien sûr ingénieur, biologiste, secrétaire général adjoint de l'Association pour la promotion des biologistes médicaux au Togo. Komi Selom Nayoda, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre appel. Voilà. Vous voudrez bien sûr parler un peu plus fort que ça. Okay, alors, merci, bonsoir. Voilà. Quand on parle bien sûr de l'essai clinique, qu'est-ce qu'on entend justement par ça? L'essai clinique, je vais dans la définition même de ce qu'on appelle une étude clinique. Oui. Une étude clinique est une situation expérimentale visant à tester chez l'homme une hypothèse pour en vérifier la véracité. Oui. Et donc, quand on revient à la définition de ce qu'on appelle l'étude clinique, il s'agit de mettre en évidence les effets d'un médicament, tester son métabolisme, son excrétion, sa distribution, son absorption chez l'homme pour en définir la sécurité et l'effet. Alors, pourquoi on le fait justement? Et comme je l'ai dit dans la définition... Oui, la définition, c'est trop scientifique pour celui-là qui n'est pas vraiment du domaine. Quand on dit il faut faire ci, il faut faire ça pour un profane qui nous suit actuellement, il aurait bien voulu comprendre beaucoup plus le pourquoi on fait un essai clinique. Comme je l'ai dit, les objectifs poursuivis par l'essai clinique sont de deux ordres. Il s'agit premièrement de tester l'efficacité du produit et voir quels sont les effets indésirables ou bien nuisibles que peut avoir le médicament sur l'individu. Et donc, c'est de façon simple, c'est ce qu'on peut comprendre. Est-ce que ce médicament comprend? Est-ce qu'il permet quand même d'atteindre l'objectif pour lequel on le prend? Et secondo, est-ce que quand je le prends, après, je n'aurai pas des effets indésirables qui risquent d'être encore plus graves que ce pourquoi je l'avais pris? Alors, quand on parle bien sûr de l'essai clinique, on a entendu ce tollé que cela a créé entre-temps, quand on a entendu qu'il y a un vaccin qui a été créé afin de l'essayer en Afrique pour voir l'efficacité de ce vaccin-là. Ce qui nous vient souvent en tête quand on parle bien sûr de cet essai clinique-là, est-ce qu'il faut le faire sur un être humain ou bien sûr les cobayes, comme on a l'habitude de le dire dans la science naturelle, ce qu'on nous enseigne bien sûr au lycée ordinairement? Bien sûr, on a entendu, nous tous l'avons entendu, que souvent, comme on le dit, les Blancs veulent tester leur vaccin, ou bien sur la population africaine, comme ils ont l'habitude de le faire toujours. Mais nous devons tous savoir que nous parlons de l'homme. Et donc, il ne s'agit pas d'aller tester seulement ce vaccin sur des cobayes. Dans tous les cas, on arrivera quand même à l'étape de l'homme. Donc, tout essai clinique part du laboratoire. Et quand on part du laboratoire, il y a les processus in vitro. Après, on vient chez les animaux intermédiaires, la cobaye, le chimpanzé, tout ça, avant d'atterrir chez l'homme. Donc, c'est graduel. On ne se lève pas, on ne saute pas d'étape pour dire que on vient directement le tester sur l'homme. L'homme n'est pas un animal expérimental comme ça sur lequel on peut tester et tout. Parfait. Alors, dans le cadre actuel, bien sûr, de cette crise sanitaire, comment ça se passera-t-il, bien sûr, puisqu'on est visiblement acculé par le temps, le développement de l'actualité concernant, bien sûr, le coronavirus. Quand on parle de l'essai clinique, est-ce qu'il faut respecter toutes ces différentes étapes-là afin de s'assurer de l'efficacité, ou bien il faut aller directement avec le produit sur les patients pour voir ce qu'il y en est concrètement? Souvent on dit chez nous qui va lentement va sûrement. Mais aussi quand on dit lentement, il ne s'agit pas de traîner les pas. Nous avons au niveau des essais cliniques ou bien des études cliniques à respecter des procédures. Il y a des procédures qui ont été mises en place
en fonction aussi des niveaux, les niveaux intermédiaires. Quand on prend le ministère de la Santé, on prend l'OAS, on prend l'Organisation ouest-africaine de la Santé, Oui. on prend l'Organisation africaine de la Santé, on prend l'OMS. Chacun à son niveau a défini des protocoles, des procédures afin d'évaluer l'efficacité d'un médicament, des médicaments sur l'homme. Donc, il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait que de sauter d'étape et avoir des conséquences désastreuses pour demain. Parce que nous avons eu également des exemples dans le passé où on n'a pas véritablement suivi les protocoles, bien les procédures qui ont été établies. Mais après, on a vraiment vu on s'est rendu compte que, ce qu'on a testé même était plus grave que ce pourquoi on avait testé. C'est-à-dire que c'est l'élément pour lequel on les testait. Donc, c'est parfait. Alors, pour le Covid Organics, le produit malgache, qui est bien sûr d'actualité en ces derniers temps, a-t-on besoin vraiment d'un essai clinique dans le contexte actuel? Quand on sait que le président l'a dit, que c'est sorti de l'Institut malgache de la science appliquée, ou bien voilà, et on est sûr de ce qu'on dit en écoutant peut-être le président de la République, Rajoli, qui l'a dit dans son interview réalisée sur une chaîne, l'a dit que c'est parce que c'est un produit africain qu'on veut toujours jeter l'opprobre là-dessus, ainsi de suite. Est-ce que dans le contexte actuel, le Nigeria a-t-il vraiment besoin de passer, bien sûr, à cet essai clinique-là avant de l'essayer? Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas seulement aller dans cette logique de défendre tout ce qui est africain, c'est-à-dire que consommer local. C'est bien, mais si nous ne respectons pas véritablement les exigences de ce qu'on appelle une étude scientifique, nous risquons d'aller tout droit dans le mur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que l'OMS a raison ou tort par rapport à des déclarations de certains de ses dirigeants par rapport à ce produit. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des preuves, des preuves que le produit malgache est vraiment efficace. Et avoir des preuves ne signifie pas aussi, comme je l'ai dit au début, de sauter les étapes. Il y a une procédure qui a été établie et qui doit être respectée par tout scientifique. Tout scientifique qui voudrait quand même qu'on le colle, cette étiquette du scientifique, doit pouvoir respecter toutes ces étapes-là et permettre à tout et chacun de l'utiliser. Si vous avez un produit et que vous voulez me convaincre de l'utiliser, il va falloir m'apporter des preuves. C'est ce qu'on appelle les preuves factuelles. Il faut qu'on puisse voir véritablement si vous respectez ce sur quoi on s'est convenu. Dans toute étude, c'est comme ça. Et même chez nous ici, quand nous prenons le cas même, quand on était étudiant, pour nos simples études ici, il y a des procédures, des protocoles à respecter, des procédures à suivre, et qui vont vous permettre à la fin de tirer des conclusions qui vont pouvoir convaincre toute l'Assemblée que votre étude est une étude sur laquelle on peut véritablement compter. Donc, mais aujourd'hui, par rapport à l'étude, par rapport au produit malgache, on dit on n'a pas suffisamment d'éléments pour prouver que ce médicament est vraiment efficace. Même si, dans certains cas, on voit des individus qui prennent ces médicaments être guéris, il va falloir nous prouver véritablement que ce produit est efficace et qu'il peut être pris par le monde entier. Quand on essaie d'analyser un peu avec la chloroquine et l'azithromycine qui est devenu aujourd'hui le protocole adopté par plusieurs pays en Afrique et dans le monde entier, on peut être tenté de dire que le président malgache aussi, ou bien ceux qui défendent ce produit malgache aussi ont leur raison. Oui, aussi. Parce que ça n'a pas eu vraiment l'adhésion avec la chloroquine et l'azithromycine. Vous savez, tous les États sont souverains. Tous les États sont souverains. Si aujourd'hui, peut-être l'herboriste à côté de ma maison trouve un médicament et qu'il arrive à convaincre les autorités togolaises que ce médicament est efficace pour lutter contre le Covid-19 et que les autorités locales décident de l'adopter, ça fait le problème, ça fait un problème togolais. Mais pour que ce produit soit exporté et qu'on puisse véritablement convaincre les autres que notre produit est efficace et pour qu'ils le prennent, il va falloir qu'on apporte des preuves. Donc chacun à son niveau essaie de se défendre. Si les malgaches aujourd'hui se disent non, bon, nous n'avons pas le temps
Nous n'avons pas le temps. Nous avons trouvé un produit efficace. Nous savons que c'est efficace. Nous l'avons donné à des individus et qui sont guéris. Mais ça fait leur problème. Si les Blancs, les Européens, les Américains décident aujourd'hui d'utiliser ce produit, également, bon, peut-être là, en ce moment, ils ont décidé volontairement d'utiliser le produit. Mais, vous savez, ils sont un peu plus méticuleux sur certains aspects de ce qu'on appelle la science. Pour la validation des essais cliniques, ils sont très, très, très rigoureux là-dessus. Donc, ils ne se jettent pas parce qu'on a dit que c'est efficace. Et surtout que dans le cas de notre monsieur Covid-19, plus de 80% des individus guérissent naturellement sans prendre de traitement. Donc aujourd'hui, on n'a pas véritablement de preuves pour dire que, non, que le médicament malgache est efficace. Justement, dans les jours qui viennent, à quoi allons nous attendre? Oui, dans les jours qui viennent, ce qui nous ferait plaisir et qui va ravir pratiquement tout le monde entier, c'est que tous ces scientifiques, ou bien tous ces pays qui déclarent avoir trouvé un remède contre ce coronavirus apportent des preuves que leur produit est efficace et qui peut être adopté par toute la communauté scientifique. Parfait. Mesdames et messieurs, vous regardez votre rendez-vous d'information sur la maladie à coronavirus qui passe sur votre antenne info du groupe de télé New World. Nous allons devoir aller à la recherche, puis sinon un peu au détail de ce que nous propose la cellule Riposte, c'est-à-dire le site d'information officiel du gouvernement sur cette maladie à coronavirus au Togo. À la date du 17 mai 2020, il faut noter qu'au Togo, l'on a 186 cas actifs, 104 guéris, 11 décès, 301 cas confirmés au total. Et 12 613 nombre total de tests réalisés dans le cadre de cette maladie à coronavirus au Togo. Il faut dire que dans les petits détails, on a 3 des 103 personnes testées qui sont bien sûr positives, portant le nombre total des cas positifs à 301. Ces 3 personnes dont les âges sont de 4, 19 et 28 temps ont été dépistés parmi les voyageurs et se repartissent comme suit. Une fillette à Pagouda, dans le district de la Bina, une femme et un homme à Niamtougou, dans le district de Doufelgou. 5 nouveaux guéris ont été enregistrés portant bien sûr à 104 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Le nombre total de cas actifs est bien sûr de 186. Et il faut souligner qu'il y a au total 12 613 tests de laboratoire qui ont été bien sûr effectués sur toute l'étendue du territoire togolais. Voilà un peu le tableau que présente cette maladie à coronavirus au Togo. Quoi qu'on dit, on a toujours des cas de guérison. On a enregistré jusqu'à 104 cas guéris. Et dans la foulée, on ne continue pas à enregistrer toujours des cas actifs. Comment cela s'explique concrètement? C'est parce qu'il y a toujours ces voyageurs-là où il y a un relâchement au niveau, bien sûr, des gestes barrières énoncés par le gouvernement, l'État togolais. Dans l'adresse du chef de l'État, il a dit que le moment est bien sûr à l'union des forces pour pouvoir venir à bout à cette maladie. Oui, ces chiffres sont un peu alarmants, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que nous sommes dans un pays avec des individus différents, nous sommes tous différents. Et je dis simplement que nous ne sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début parce que 301 cas, je me dis... À la date du 17 mai, oui. 301 cas, c'est beaucoup, mais il faut s'attendre encore à plus de cas de contamination. Pas simplement parce que il y a eu un relâchement au niveau des mesures barrières, mais simplement parce que dès
dès que la maladie, dès que la maladie a commencé, quand la maladie a commencé, pardon, au niveau de la Chine, on s'est rendu compte qu'après seulement 2 à 3 semaines, oui, dans le mois de fin décembre, janvier, on avait déjà des cas en Europe. On avait déjà des cas en Europe. Et le temps que cette maladie ne quitte l'Europe pour passer en Amérique ou bien en Afrique, et surtout chez nous au Togo, il faut compter au moins 3 mois. C'est ce qui fait que nous nous sommes retrouvés en mars avec les premiers cas de contamination. Et donc, d'un point A, qui est la Chine, jusqu'à chez nous ici, le point B, qui est le Togo, donc il faut un temps, surtout qu'il y a toujours eu de ces voyages qui se sont faits, parce qu'on n'a pas vite fermé les frontières, les gens sont rentrés. Donc il y a eu une contamination qui ne s'est pas vite révélée. Donc c'est petitement, avec le temps, que ces cas de contamination, avec les tests qui ont commencé par se faire, c'est en ce moment qu'on a commencé par se rendre compte qu'il y a également des cas, c'est-à-dire qu'il y a également des contaminations au sein de la population. Et non pas seulement ceux qui venaient les premiers cas qu'on avait eus. Oui. Surtout, c'est-à-dire que le cas de la dame. Vous voyez, on a eu la dame qui a contaminé tous les médecins. Le temps qu'on se rende compte que les médecins et le personnel soignant étaient également contaminés, ces médecins et ce personnel soignant avaient également contaminé d'autres personnes. Donc, ce qui fait que, finalement, il y a eu de ces contaminations qui sont disséminées au sein de la population et qui fait que c'est un peu difficile, surtout dans les coins reculés où on n'a pas tellement d'informations à propos de la maladie. De voir aujourd'hui, c'est un peu difficile de contenir toute cette masse-là pour éviter les contaminations. Mais je suis ravi que les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires pour encourager la population à adopter les mesures barrières et à ne pas faiblir, parce que ce serait très grave si on faiblissait. Alors, à votre point de vue, est-ce que ces mesures barrières sont toujours respectées? Quand vous passez avant d'être dans ce studio pour cette émission, vous avez eu quand même à jeter un coup d'œil de gauche à droite pour s'assurer vraiment de l'efficacité, enfin la mise en application, bien sûr, de ces mesures-là. Est-ce que ça va dans tout son ensemble? Oui, au sein de la population. Il ne suffit pas d'avoir peut-être un lave-main à l'entrée d'un immeuble, les gens passent à côté, d'autres éprouvent des difficultés à mettre toujours les masques quand ils sont bien sûr en public, ils ne respectent même pas la distanciation physique dans tout son ensemble. On se demande, mais est-ce que réellement les gens sont conscients de ce qui se passe dans le pays, sinon dans le monde entier actuellement? Non, c'est vrai que la population ne respecte pas les mesures barrières là à 100%. Hein. Ça, il faut le dire. Et non pas seulement parce qu'ils ont décidé de le faire, mais parce que beaucoup aussi manquent d'informations. Manquent d'informations à propos de la maladie. Donc j'étais dans mon village récemment, et je me suis rendu compte que plus de 70% à 80% de la population ne savait même pas de quoi on parlait. Quand on parle de coronavirus, les gens se disent, bon, c'est quoi encore ça? Les gens étaient là toujours sous les pots de tchouk, en train de boire, en train de discuter. Ils sont toujours là. Bon, ils continuent les gestes, ils continuent les gestes quotidiens qu'ils font d'habitude, sans véritablement se rendre compte du danger qu'ils sont en train de courir. Donc, c'est d'abord, comme je l'ai dit, le manque d'information au sein de la population. Est-ce qu'on peut dire que c'est le manque d'information ou bien c'est la négligence? Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, tous, on a quand même un portable Android ou un poste téléviseur, même dans les coins les plus reculés. L'information, quoi qu'on dise, l'information passe. Avec cette affaire-là, les États ont mis les moyens. Dans mon village, il n'y a pas d'électricité. Votre village, c'est où concrètement? Dans mon village, c'est à Demandé, c'est dans la préfecture c'est la préfecture d'Amou, dans la région des Plateaux. À côté ici. C'est juste à côté. C'est juste à côté, mais il n'y a pas d'électricité. Et le réseau, pour appeler quelqu'un au village, c'est que si vous arrivez à le joindre, c'est qu'il s'est déplacé
au moins d'1 kilomètre du village. Il y a aussi des facteurs qu'il faut mettre aussi en exergue. Hein. C'est aussi la situation géographique de cette localité. Hein. Oui, ce que je dis. Donc finalement, oui. Ils n'ont pas accès à l'information. Donc vu qu'ils n'ont pas accès à l'information, c'est un peu difficile de sensibiliser tout le monde. S'il n'y a pas des bonnes volontés, ou bien des associations qui décident d'aller sur le terrain pour faire cette sensibilisation, ça va être un peu compliqué que l'information arrive à leur niveau. Mais à Lomé, par exemple, quand on prend les grandes villes où la majorité a accès à l'information, il faut dire à ce niveau que ceux qui ne respectent pas ces mesures, c'est cause de négligence. C'est-à-dire que négligence, et surtout également, il y a certains qui disent, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, quand on nous parle tous les jours de mesures barrières, de porter les cache-nez qui nous étouffent. Nous sommes fatigués de ne pas pouvoir nous retrouver pour prendre une bière le soir. Donc, ce relâchement aussi fait que il y a de plus en plus de risques de voir des contaminations augmenter au sein de la population aujourd'hui. Parfait. Nous allons devoir commencer par découvrir un peu ce que contient, bien sûr, notre plateforme, le numéro désormais sur lequel vous pouvez nous envoyer vos questions est le suivant, le 93 89 32 31. Je rappelle ce numéro pour vous, le 93 89 32 31. Désormais, vous pouvez nous laisser vos questions sur ce numéro également sur notre bande défilante ou bien le crawl. On prend la toute première question qui nous dit c'est qui suis. Bonsoir, j'aimerais demander le nombre de contaminés au Togo, au Covid au Togo et le nombre de décès. On l'a dit il y a un instant. Je vais essayer de rappeler ça aux téléspectateurs. Il faut dire qu'à la date, bien sûr, du 17 mai 2020, nous avons 186 cas actifs. Enfin, ceux qui ont toujours la maladie avec eux, on a 104 guéris, bien sûr, au Togo, et puis 11 décès dans tout son ensemble. Voilà un peu le tableau que cela présente à la date, bien sûr, du 17 mai 2020. On va prendre une autre question sur notre plateforme de ce jour. Pourquoi on demande aux patients qui appellent le 111 d'aller se faire consulter d'abord dans une formation sanitaire avant d'être pris en charge si le test est positif? Enfin, quand on appelle souvent le 111, voilà un peu ce qui est demandé aux patients. Selon ce téléspectateur, pourquoi on demande ça aux téléspectateurs? On leur demande d'aller d'abord se faire consulter et avant d'être pris en charge. Oui. Bon, ça, c'est logique. Il y a une logique dans la réponse de celui qui est derrière le 111. Parce que, d'abord, quand vous dites que vous êtes malade, que j'ai le coronavirus, pour confirmer véritablement que vous avez le coronavirus, il va falloir procéder par des tests. Et ces tests ne peuvent être faits que par un personnel soignant. C'est la raison pour laquelle on vous dit, quand vous appelez le 100, ou bien quand vous sentez même des signes du coronavirus et que vous appelez le 111, ou bien des fois même on dit simplement, quand vous sentez des signes et que vous connaissez le numéro d'une formation sanitaire, vous appelez directement le numéro de la formation sanitaire. Mais dans le cas de notre pays, ce qui a été mis en place, c'est d'appeler le 111. Et donc, quand vous appelez, on vous dit, allez dans une formation sanitaire, vous faites consulter. Donc, c'est le médecin ou bien le consultant qui prend les constantes, qui fait ce qu'il a fait, il fait le diagnostic. Et s'ils sentent que vous avez des signes, ils voient des signes évocateurs du coronavirus, on vous fait un prélèvement. Et après 24 heures ou bien le temps qu'il faut, on vous donne le résultat pour confirmer que effectivement vous avez le coronavirus ou pas, avant qu'on ne vous prenne en charge. Donc vous voyez, aucune prise en charge ne peut être faite sans véritablement avoir le résultat du laboratoire. Donc c'est raisonnable, on ne peut pas quand même sonner le 111 et puis voir l'équipe peut débarquer, vous transporter pour le CHR. Non, c'est pas possible. On va également prendre une autre question sur notre plateforme. Bonsoir. Quel produit le Togo utilise pour guérir la maladie? Produit pharmaceutique, par exemple, produit pharmaceutique ou très traditionnel?
Aujourd'hui, le ministère de la Santé ou bien l'équipe chargée d'assurer le traitement des patients atteints de coronavirus utilise la combinaison azithromycine hydroxychloroquine. Et ça, c'est pharmaceutique, comme il le dit. Oui. Donc, il y a le protocole qui est là. Mais pour le traditionnel, actuellement, les autorités n'ont pas encore adopté un médicament traditionnel. Mais le ministère de la Santé, c'est-à-dire que le ministère de l'enseignement, plutôt l'université de l'homme, je voulais dire, a mis en place une équipe scientifique qui travaille depuis un bon bout de temps sur des combinaisons qui pourraient nous permettre d'avoir un médicament local pour assurer le traitement des patients atteints de coronavirus. Parfait. On va essayer de jeter un coup d'œil sur une autre question. Le port de masque est obligatoire, mais nous constatons à Tchévier une mauvaise exécution, surtout au marché. Voilà, c'est un appel. Hein, il attire notre attention sur ce fait-là. À Tchévier qui est environ à 15 km au plus, hein, si je ne sais pas trop de l'eau. Il parle de mauvaise utilisation, utilisation du masque. Ouais. Oui, mais c'est même pas une question de Tchévier seulement. D'abord, comme nous le disons, il faut d'abord avoir le masque, mais aussi savoir le porter. Savoir l'utiliser est important. Si vous avez un portable que vous ne savez pas utiliser, bon, vous ne pouvez même pas profiter véritablement de toutes les fonctionnalités qu'il y a au niveau du portable. Et au pire des cas, si vous risquez même d'endommager votre portable. Donc, c'est le même cas ici. Quand nous avons notre masque, il est important de savoir le porter. Et comment le porter? On dit, vous lavez correctement les mains, vous tenez les bandes qui sont de l'autre côté, vous le mettez sur le nez, vous pincez le nez, vous le déroulez un peu vers le bas, au niveau de votre menton, sans véritablement toucher l'extérieur. Voilà. Et surtout, il est important aussi de ne pas l'enlever à tout bout du champ. Certaines personnes, c'est quand ils veulent vous parler, même, qu'ils enlèvent leur cache-nez. On a l'impression qu'ils se protègent quand ils sont seuls, mais quand ils se retrouvent en groupe, ils se disent, bon, ok. Là, ça veut dire que les gens ne comprennent pas véritablement les raisons pour lesquelles ils portent le masque. Ça, c'est pour les masques chirurgicaux, pour les masques faits main, en paille, qui abondent un peu partout. Hein. Ce n'est pas seulement le Togo. Comment faut-il procéder, justement, quand on parle, bien sûr, de la bonne utilisation, comme le dit le téléspectateur? Oui, la bonne utilisation, comme je l'ai dit, il y a une technique pour le porter, quel que soit le type de masque. Il y a une technique pour le porter. Également, il faut s'assurer de la provenance du masque. Si c'est un masque qui provient d'une source douteuse, là aussi, c'est un problème. Dans tous les cas, les masques qu'on a aujourd'hui et en qui on peut avoir confiance, c'est-à-dire en laquelle on peut avoir confiance, au moins ces masques nous protègent à un pourcentage donné, c'est-à-dire à un degré donné. Donc, il est important que nous puissions toujours porter ces masques, que ce soit les masques chirurgicaux ou bien en tissu. Il est toujours important de se protéger. Il est toujours important et surtout les laver, surtout quand il s'agit de ces masques en paille, parce qu'on a tendance à avoir des gens qui portent ces masques à la longueur de la journée, de la semaine, qui visiblement éprouvent des difficultés à les laver. Oui, c'est important. Il faut toujours laver ces masques pour les désinfecter au javel, avec du savon. Surtout que le virus est très sensible aux détergents. Donc, il est important de les laver. Surtout, comme on l'avait dit, il y a de ces personnes qui peuvent porter leur masque pendant toute une semaine. Et quand vous voyez le masque, vous vous dites... vous vous demandez à savoir si la personne même prend le temps de jeter un coup d'œil sur son masque. Parce qu'en temps normal, si je jette un coup d'œil sur le masque, lui-même remarquera que le masque est très sale. Vous allez voir nos amis émigrants, surtout, qui ont leur masque très sale, avec de la poussière partout. Là aussi, ce sont des sources de contamination, c'est-à-dire par rapport à d'autres germes. Ils peuvent inhaler d'autres germes qui ne sont pas du coronavirus et ils peuvent développer des maladies après. Donc il est important toujours de prendre soin de sa personne, de tout ce qu'on porte sur soi. C'est important.
Parfait. On passe à une nouvelle question qui nous dit bonsoir, professeur. Merci pour la qualité de l'émission et merci le journaliste. Merci aussi à vous aussi pour votre fidélité. Ma préoccupation est celle de la fermeture des églises et mosquées, tandis que les marchés au Togo fonctionnent normalement. Pourquoi c'est depuis Palimé? Celui qui a posé la question veut savoir pourquoi on a fermé les églises et mosquées. Pourtant, les marchés demeurent toujours fonctionnels. On doit quand même manger. Hein. On dit c'est pas parce qu'il y a la maladie qu'on va pas manger. Hein. C'est important. Il y a des choses à se faire. Il y a de cela quelques jours, il y a un de mes amis qui me posait la même question. Pourquoi on ferme les églises et les mosquées et on laisse les marchés ouverts? Je pense qu'au début de la maladie, les autorités avaient voulu prendre des mesures de disposition pour véritablement casser la chaîne de transmission du virus. C'est pour cela on s'est dit, vu qu'à l'église, on est tellement coincé, proche, et par rapport à nos rites, tout ça, le risque de contamination est très élevé, qu'il soit à l'église ou à la mosquée. Donc, il faut éliminer de ces sources-là, les endroits, bien les lieux où on peut rapidement se faire contaminer. Mais par rapport au marché aujourd'hui, il y a de ces maires-là qui ont pris de ces mesures en fermant certains marchés. Certains marchés aujourd'hui qui ne sont pas animés. Mais, sincèrement, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui par rapport à la non-fermeture des marchés. Parce que c'est aussi une question que je me pose à ce niveau. Parfait. Une nouvelle question nous dit, c'est qui je suis? Bonsoir, professeur, monsieur et mon cher journaliste, pour le travail salvateur que vous faites tous les jours. Merci, cher ami. Je voudrais savoir si un cas est dépisté positif dans un district sanitaire comme Cloto, la prise en charge se fait où? À Kpalimé ou à Lomé? Celui qui nous pose la question doit forcément résider dans le Grand Cloto, à Kpalimé, dans Tové, oui, effectivement, Kouma et ses consorts. C'est là, il voulait savoir où se fait la prise en charge quand on est... C'est à charge de Kpalimé ou on l'amène à Lomé? À l'intérieur du pays. Et ce que je sais, c'est qu'il y a des sites de prise en charge également à l'intérieur du pays. Comme on a vu à Dapan, à Kara, tout ça, et à Lomé, ici. Mais je n'ai pas tous les sites, je n'ai pas tous les sites de prise en charge en tête. Mais je sais que les autorités sont en train de mettre en place des sites de prise en charge. Comme ça se fait pour le dépistage. Le dépistage, avec la mise en place du laboratoire de l'INH, l'annexe au niveau de Kara, pour également prendre en charge toute la zone, la région centrale, Kara et des savanes. Voilà. Donc, on est en train de petit à petit décentraliser les choses. Bon, il faut d'abord assurer une maîtrise au niveau quand même de ce qui se fait dans le grand centre, au niveau du CHR ici, avant de pouvoir déployer le reste sur l'intérieur du pays. Mais ce qui est sûr, on prendra quand même les mesures pour que toute la population soit satisfaite. Mais l'essentiel, comme je l'ai dit, quand vous vous sentez mal, vous prétendez avoir des signes du coronavirus, allez dans un centre de santé, on vous consulte, on fait les prélèvements, on envoie à Lomé ici, surtout comme il est à Cloto, on envoie à Lomé. Et dès que si le test se révèle positif, donc les médecins traitants pourront le prendre en charge pour qu'il soit guéri. Une nouvelle autre question qui nous dit bonsoir professeur, vous parliez de frontière Ghana qu'elle est ouverte et a occasionné une flambée. Est-ce que c'est Togo qui a ouvert ces frontières? Je veux comprendre. Enfin, c'est une question destinée au professeur qui est responsable du comité de lutte contre le coronavirus. Ouais. Le Togo n'a pas encore ouvert ses frontières. Hein. C'est le Ghana
qui a déconfiné à l'intérieur de son pays. Ça a permis à ce que les gens puissent se déplacer en empruntant des voies clandestines pour rentrer soit au Togo même ou au Burkina, au Niger, sinon contourner pour être au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Également, le Bénin aussi a levé ses cordons sanitaires à l'intérieur de la ville de Cotonou et ses alentours, ce qui a fait qu'il y aura aussi des déplacements des deux côtés aussi. Donc, c'est pas, concernant cette question, c'est pas le Togo qui a ouvert ses frontières, mais c'est non plus le Ghana, mais c'est parce que le Ghana a déconfiné sa population qu'il avait confinée, qui a organisé, qui a orchestré, voilà, les allers-retours dans tous les sens concernant, bien sûr, cette maladie à coronavirus. Sinon, pour le moment, toutes les frontières, que ce soit terrestres, aériennes et maritimes, toutes ces frontières-là sont, bien sûr, gardées fermées. On va passer à une autre nouvelle question. Bonjour, monsieur le professeur et les panélistes. Quand l'Afrique était infectée par l'Ebola, aucun pays de l'Ouest n'a été contaminé. Mais ce qui fut le contraire de Covid-19, quelles sont les mesures ou précautions mises en place afin d'éviter de ces catastrophes qui ne sont pas les miennes? Celui qui a posé la question s'appelle Dominique, qui nous a écrit depuis Tamale, au Ghana. Il veut bien sûr faire mention bien sûr de la propagation de la maladie dans tout son ensemble. Parce qu'avec Ebola, c'était resté dans certains pays et on a quand même réussi à circonscrire ça, mais avec coronavirus, c'est le chaos total dans tous les pays. Oui, pour tout agent pathogène, ce qui est important à maîtriser, c'est d'abord les moyens de transmission. Les moyens de transmission du virus. Oui. Donc vous allez voir que l'Ebola n'a pas les mêmes moyens de transmission que le coronavirus. Ici, pour le coronavirus, la transmission est très rapide et se fait par des gouttelettes, en parlant, toussant, bien en éternuant. C'est ce qui n'est pas le cas de l'Ebola. Donc ce qui fait que finalement, la contamination a été rapide et a pratiquement touché tout le monde entier. Donc c'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de pandémie. Mais par rapport à l'Ebola, le mode de transmission permet quand même de maîtriser la maladie pour qu'elle ne puisse pas se propager. Voilà. C'est tout comme je l'ai dit, c'est le mode de transmission qui fait qu'aujourd'hui, cette maladie contamine pratiquement tout le monde. Parfait. Une nouvelle question sur la plateforme Brossois, monsieur le... c'est pas le ministre aujourd'hui. J'ai bien compris que le gouvernement garde une petite fenêtre sur le remède Covid du Madagascar. Actuellement, nous avons de jour en jour plus de cas. À l'époque, nos ancêtres traitaient nos parents sans arrière-pensée. Pourquoi ne pas traiter les malades de Covid avec ce produit malgache ayant avant tout... Pourquoi l'Afrique ne crée pas sa propre organisation semblable comme l'OMS, hein? Comme l'OMS, voilà. Bon, ce qu'on peut souligner dans sa question, c'est de penser au traitement endogène qu'on avait de par le passé en Afrique. Avec cette maladie-là, on peut quand même exploiter les herbes comme de par le passé, c'est ce que lui souhaite. Et maintenant, pourquoi ne pas envisager dans les jours qui viennent peut-être avoir une organisation africaine de la santé? Oui, mais aujourd'hui, le souhait de tout et chacun, c'est que l'Afrique puisse trouver son remède pour lutter contre ce coronavirus. Mais dire qu'il faut traiter il faut qu'on traite nos malades, ou bien traite la population, comme le faisaient nos ancêtres, je pense que nous allons reculer de 100 ans, bien 1000 ans. Nous voulons améliorer ce qui se fait. Aujourd'hui, comme on l'a dit durant toute cette émission, les scientifiques africains également se planchent sur les produits, bien médicaments locaux qui puissent nous permettre quand même de lutter contre cette maladie. Mais il faut une approche un peu plus scientifique qui diffère un peu de ce que nos grands-parents faisaient. Parce que n'oublions pas que les traitements, les traitements que nous avaient administrés nos ancêtres
ont eu également de graves conséquences sur les descendances. Les gens ont traîné des séquelles qui n'ont pas pu véritablement surmonter durant toute leur vie. Donc, avec l'insuffisance rénale, les maladies du foie, tout ça, c'est ce que nous voulons éviter aujourd'hui. C'est pour cela que les autorités ont dit, OK, les scientifiques, prenez en main cette problématique et ensemble, allons-y vers la recherche d'une solution qui puisse quand même nous permettre d'avoir un remède qui, à la fois, va agir sur le virus, va nous permettre d'avoir une solution à notre problème, mais également de prévenir les effets à long terme. Par rapport aux médicaments malgaches, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Que quand même on arrive à nous démontrer, bien à prouver que ce médicament est véritablement efficace sur le virus et qu'à la longue, il ne puisse pas créer quand même des effets indésirables sur les individus. Et lui souhaite que dans les jours qui viennent, il faut qu'on pense à avoir une organisation africaine de la santé. On a déjà une organisation africaine de la santé. Pas à la façon l'OMS. C'est quoi la façon l'OMS? C'est ce qu'il souhaite. Hein? On dit souvent même que le monde est devenu aujourd'hui un village où les peuples se partagent les connaissances, où on statue sur la façon dont nous devons faire les choses pour améliorer notre existence. Aujourd'hui, moi je ne suis pas dans cette logique-là de penser que les Occidentaux, ou bien les Américains, tout ça, veulent décimer notre population. S'ils veulent le faire, il suffit seulement de prendre un drone et de répartir peut-être un produit et nous allons disparaître. Aujourd'hui, nous n'avons aucune force. Est-ce que nous contrôlons même ce que nous mangeons? Tout ce qui vient, les boîtes de conserve que nous prenons, nous contrôlons rien. À qui la faute, tout ça là? Hein? C'est à nous la faute. La responsabilité aussi est partagée. Hein? Oui, la responsabilité est partagée, mais c'est à nous la faute. Parce que c'est à nous de mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir vérifier, contrôler tout cela. Aujourd'hui, eux, ils sont arrivés à mettre en place ces dispositifs qui leur permettent quand même de faire des contrôles. Aujourd'hui, vous prenez un produit en Afrique ici, vous voulez l'exporter, mais c'est tout un ensemble de procédures que vous devez suivre avant que ce produit n'arrive à destination. Donc c'est à nous aussi de prendre la disposition pour pouvoir contrôler ces produits, pour pouvoir, à notre niveau ici, trouver un remède quand même qui puisse répondre au minimum d'exigences scientifiques. Et bon, ça passera. On va essayer de prendre une ou deux questions plus pour clôturer cette émission de ce jour. Bonsoir le plateau. Merci pour vos efforts. Merci à vous aussi pour votre fidélité. S'il vous plaît, en Afrique, on prépare toujours nos produits traditionnels sans des procédures scientifiques. Et si l'Afrique peut préparer un remède pour traiter le Covid, l'OMS ne peut pas tout simplement envoyer des spécialistes juste pour aider la vérification de nos produits. Je veux parler du suivi des produits que l'Afrique essaie de fabriquer au lieu de nous décourager. Honoré depuis Cara a posé la question. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de penser à la fabrication des produits en nombre en Afrique, multiplier les recherches et faire sortir des choses comme le Madagascar? On parlait aussi d'un Monseigneur camerounais. Au début de la maladie, on a entendu parler de Valentin Agon, la pivirine au Bénin. Est-ce qu'il n'est pas temps de multiplier les recherches et faire sortir et inviter l'OMS à la vérification, peut-être et passer à une autre étape de la chose? Oui, c'est important, c'est très important. Il va falloir qu'on investisse véritablement dans la recherche. Et on investit dans la recherche parce que nous sommes très limités par rapport aux moyens dont nous disposons plutôt, pour véritablement assurer une recherche de haut niveau et de qualité. Parce que les exigences au niveau de la recherche sont véritablement énormes et il faut de l'investissement, il faut du personnel qualifié, et il faut tout un ensemble côté organisationnel pour véritablement arriver à des résultats concluants. Et là, nous pourrions véritablement convaincre les autres à utiliser nos produits, bien les résultats de nos recherches. C'est important. On prend la dernière question de cette émission de ce jour. Merci pour l'émission. Que deviennent les porteurs sains in fine? Simon B. Alomé.
que deviennent les porteurs sains. Et les porteurs sains, ce sont des gens, des individus qui ont le coronavirus, mais qui ne manifestent pas les symptômes, les symptômes du coronavirus. Donc ces individus sont juste simplement mis en isolement pour ne pas contaminer le reste de la population. Parce que quand on parle d'un porteur sain, il a le virus, il peut le transmettre à d'autres personnes. Et si ces personnes sont dans une situation qui n'est pas véritablement avantageuse pour eux, ils peuvent développer la maladie. Et s'ils ne le souhaitent pas, mais cela peut entraîner leur mort. Voilà. C'est déjà la fin de l'émission. Votre dernier mot peut-être dans le cadre de cette émission? Mon dernier mot dans le cadre de cette émission, c'est simplement d'inviter la population à redoubler d'efforts. C'est vrai que nous sommes tous déjà un peu fatigués de toutes ces mesures-là que le gouvernement nous dit. Mais il est important de redoubler d'efforts, de respecter les mesures barrières, et afin de casser la chaîne de transmission du virus. Si nous arrivons à le faire, et qu'ensemble, dans un élan aussi de solidarité, si nous arrivons à bouter hors de notre pays, de ce virus hors de notre territoire, nous allons rentrer ou bien reprendre nos habitudes d'antan et profiter pleinement de la vie et de nos affaires. Donc c'est mon message de fin, et aussi profiter également pour encourager le gouvernement à mettre les moyens à la disposition de cette cellule de prise en charge, bien de riposte contre le coronavirus, afin qu'ils puissent efficacement faire leur travail. Merci beaucoup, Komi Selom Nayoda. Je rappelle bien sûr que vous êtes ingénieur biologiste et secrétaire général adjoint de l'Association pour la promotion des biologistes médicaux au Togo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.